Bien, bonjour à tous, merci d'écouter ce podcast. Cet épisode vous est présenté avec Bernard Vaution qui va nous parler de son expérience à l'Elysée en tant que chef et aussi manager. Donc il a managé une grosse brigade pendant plus de 30 ans. Donc il y a beaucoup de choses à retenir de cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, je demande toujours à mes invités de commencer par l'une de vos passions. D'accord. Les passions, j'en ai pas mal. Alors, pendant un moment, j'ai fait beaucoup de photographie. J'aimais bien la photo. Je m'étais équipé un petit peu de matériel que j'avais acheté au Japon, d'ailleurs, avec un passage là-bas. Et donc, beaucoup de photos dans les reportages, que ce soit au palais de l'Élysée. Donc, j'ai fait beaucoup de photos de plats de cuisine, d'ailleurs, que j'ai gardés. Et puis après, au cours des voyages présidentiels aussi, où j'ai pu faire des photos avec le président ou dans les ambassades de France et autres, et puis après reportage classique de tourisme. Voilà. D'accord, donc déjà un attrait artistique avec la photo culinaire, c'est déjà Voilà. des bases qu'on retrouve dans la cuisine en fait. Oui, tout à fait, c'est vrai, oui. Parce qu'après, on compose des images et tout ça, on essaie que ça rende le mieux possible. Et puis après, les partager avec les amis ou la famille. Oui. Ah, super. Alors pour l'audience qui nous écoute, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Enfin, je l'ai déjà un petit peu fait en intro, mais Oui. je pense que vous le ferez bien mieux que moi. Sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, voilà, Bernard Vaution. Donc je suis né dans les années 50, donc j'approche des 70 ans maintenant. Mais bon, après j'ai commencé un apprentissage en pâtisserie dans mon village natal, la Ferté-Saint-Aubin, qui est quelques kilomètres au sud d'Orléans. Donc c'était un pâtissier pur, il n'y avait pas de boulangerie, mais uniquement la pâtisserie. Donc j'ai commencé par là, et après je suis parti sur Paris comme commis de cuisine à l'ambassade des Pays-Bas. Ensuite, je suis parti à l'ambassade anglaise. Faubourg Saint-Honoré, pas loin du palais d'ailleurs. Et là, j'ai passé 3 ans. Donc, entre l'apprentissage et les 2 ambassades, ça représente à peu près 7 années de début de ma vie professionnelle. Et après, je suis rentré au palais de l'Élysée pour faire mon service militaire à l'époque. Donc, c'était pour 1 an. Et puis, l'année a passé, ça s'est bien passé. Donc, le chef qui était là-bas à l'époque, Monsieur Le Cerveau, m'a demandé de rester comme ouvrier. Si ça m'intéressait, je dis oui, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai commencé à nouveau comme commis de cuisine, et puis j'ai pris un petit peu de grade au fil du temps, demi-chef de partie, chef de partie, et après sous-chef, et puis adjoint du chef, et chef les 10 dernières années, comme nommé par le président Chirac. Oui. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ouais. On va y revenir. C'est énorme parcours en fait. Vous avez commencé tout jeune en fait, Oui, bien sûr. Oui, j'avais moins de 14 ans quand j'ai commencé. À l'époque, on commençait tôt. Ouais. Je quittais l'école à 13 ans et demi à peu près, et puis je suis parti sur le travail. Incroyable. On va revenir sur votre parcours parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Chef, première question que je pose à tous mes invités et chefs. Cette question, c'est comment on fait pour devenir un bon chef et un bon manager en même temps? Alors ça, est-ce qu'on est un bon chef? Ça, finalement, c'est difficile de le dire soi-même. Question philosophique. Oui, non, mais après, on essaie de faire au mieux. Déjà dans le métier. Après, c'est surtout, une fois qu'on a appris un petit peu l'essentiel du travail, de pouvoir l'expliquer, puis le faire devant des gens plus jeunes, des cuisiniers qui démarrent. Il faut pouvoir le faire, leur prouver qu'on sait faire surtout. Ça, c'est important. Parce qu'on peut très bien parler, dire, voilà, tiens, faites ci, faites ça, mais il faut pouvoir le faire en direct devant la personne. Ça, c'est important parce qu'au moins, elle vous juge, il faut dire, effectivement, il est capable de faire ci ou ça. Donc ça, c'est important. Et puis après, après diriger une équipe, il faut être un peu psychologue quand même, parce qu'on peut pas s'adresser moi, j'avais 25 personnes sous mes ordres. Donc on peut pas s'adresser à tous de la même façon. Il y en a qui sont plus réceptifs, d'autres qui sont plus sensibles. Donc il faut quand même essayer d'étudier un petit peu le caractère de chacun. Et après, après on peut travailler et on peut obtenir de la personne le maximum pour que le travail soit fait. Mais bien, il y a le côté psychologique qui est important quand même, je pense. Et après, la partie aptitude et puis professionnelle, ça va avec. Mais bon, voilà, il faut commencer par ça. Déjà, bien étudier les personnes, et puis après, et puis être... moi, j'ai toujours été un peu paternaliste, on va dire.
C'est vrai, parler correctement aux gens, et puis on obtient après beaucoup plus. Le jour où j'avais besoin de leur demander de faire 1 heure ou 2 en plus, bah, parce qu'on n'est pas prêt, et puis le lendemain, bah, il faut livrer le dîner ou le déjeuner. Hmm. Ben, les gens acceptent beaucoup mieux quand ça se passe un petit peu dans un esprit familial, on va dire. Hmm. Mm. Ouais, Mm. quand ils sont valorisés et qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est là pour eux au cas où il y a un Bah, problème. voilà, puis les respecter, quoi. Et puis du coup, bah, ça se passe tout seul, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là avec le personnel, quoi. Ah, mais c'est super. Et est-ce que vous avez, enfin, vous m'avez dit aussi dans votre parcours, vous avez fait votre service militaire. Est-ce que ça vous a aidé justement sur la gestion de l'humain et sur comment parler aux gens? Oh non, parce que ça, c'était le début, hein. J'avais 20 ans, donc on est un peu jeune encore. Non, pas vraiment. Ça s'apprend, et puis on l'a ou on l'a pas, en fait, en soi, hein. Ça, Hmm. c'est la personnalité de chacun. Puis moi, j'ai été élevé dans un milieu où ma maman était également chef de cuisine, mais Mhm. bon, dans un château en Sologne. Ah, super. Et bah oui, c'était son métier qu'elle a appris sur le tas, hein, parce qu'elle n'a pas eu de formation, hein. D'accord. Elle savait, elle faisait ce qu'elle savait faire, donc mais elle le faisait plutôt bien, c'était très bon et apprécié des invités qui venaient au château. Et donc moi j'ai baigné là-dedans, et puis donc dans le respect, dans le bienveillance, et puis voilà, donc ça m'a un petit peu ça, ce qui m'a servi beaucoup par la suite. Oui. Ah, bah, super. Bah, c'est une Mm. parfaite transition après pour ma deuxième question. Est-ce que pour vous, le management est une compétence clé à développer dans sa carrière? Oui, oui, c'est très important parce que il y a des gens qui s'y prennent très mal, et puis ça se passe pas bien forcément. Donc la relation humaine est très très importante. Moi, j'avais même eu une fois des dirigeants d'une grande société de confiture que on connaît bien. Mhm. Et, On dira pas la et donc marque. j'étais non, bon, ça sent rien, non. Et je les avais rencontrés. J'ai été visiter l'usine de fabrication et tout. Et puis on avait un peu lié amitié, donc j'ai dit écoutez, je vous ferai visiter l'Élysée, les cuisines et tout ça. Et ils sont venus, et puis justement on avait parlé du management. Hmm. Et puis ils se sont vite aperçus que dans la cuisine régnait une ambiance agréable, sympathique, tout le monde travaillait, mais dans la bonne humeur. Hmm. Et puis eux-mêmes, pourtant dirigeants d'une grande entreprise, ils m'ont demandé comment je faisais pour justement obtenir cette ambiance, pour leur expliquer comment je voyais les choses moi, et puis le résultat. Hmm. Et ils m'ont dit, bah oui, c'est intéressant, effectivement, le respect. J'ai dit, mais bon, après, c'est vrai que dans notre milieu culinaire, il y a quand même un respect qui se fait naturellement. Hmm. Dans une brigade, hein, on respecte le chef, le sous-chef, voilà, il y a quand même, ça existe vraiment. Il y a un respect qui se fait naturellement. Oui, c'est une Donc, hiérarchie. Hmm. il y a voilà, il y a une hiérarchie, et puis, donc moi je trouve que c'est assez simple, en fait, la vie, oui, voilà, quoi. Ouais, pas essayer de complexifier les choses, comme vous dites. Ben non. Quand on montre qu'on sait faire et à nos collaborateurs nous faut confiance, à ce moment-là, je pense que ça passe tout seul quand il y Ben a un... voilà, il y a un respect naturel qui se fait, et puis le travail s'en ressent, ça, on avance beaucoup plus vite, tout va bien, quoi. Voilà, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Et puis, vous dites aussi dans une brigade, enfin, c'est pour ça que je trouvais intéressant votre parcours parce que l'aspect militaire et aussi l'aspect brigade dans nos cuisines, dans l'hôtellerie-restauration, il est très ancré. C'est même Monsieur Escoffier qui avait mis ça en place parce qu'avant Oui, tout à c'était fait, pire. oui, tout à fait, oui, oui, des brigades, et puis la hiérarchie, et puis le rôle de chacun. Hmm. Hein. Ouais, il y avait cet ordre-là ouais, à respecter. Chef, je vais passer ma prochaine question. Euh, Mhm. Pourquoi, d'après vous, enfin, c'est une question assez globale, il y a beaucoup d'emplois vacants dans nos métiers, dans restauration et la gastronomie. À votre avis, pourquoi il y a autant de postes vacants? Ah oui, alors, j'ai entendu encore hier, je crois qu'il y a 250 000 postes à pourvoir, Ouais, c'est ce qui énorme. est énorme. Ouais. C'est énorme. Bah oui, parce que le problème de nos métiers, bah, c'est que les gens ils mangent 2 fois par jour et tous les jours. Et donc les week-ends, les jours de fête, le soir, on finit tard. C'est un métier quand même qui a beaucoup d'astreintes, hein. On commence forcément un petit peu tôt le matin aussi. Il y a beaucoup de travail, la mise en place. Le soir, les gens ils dînent, les gens ils sont décontractés, ils sont pas pressés, donc ça peut se terminer à 23 heures, minuit. Le lendemain, il faut recommencer. Ça, c'est le week-end,
à Noël, jour de l'an, toutes ces fêtes, tout ça, bah, c'est pareil, les gens en profitent pour sortir dans les restaurants, les hôtels et autres. Et bah, évidemment, après, il faut s'organiser pour faire des roulements, mais bon, c'est pas toujours facile. Il y a des entreprises qui sont petites, donc les roulements, c'est pas évident à faire. Donc le Covid a fait que bah, les gens se sont retrouvés chez eux à être tranquilles. Et puis bah, après, rattaquer dans des conditions comme ça, c'est vrai qu'il va faire des heures. Et puis, comme je dis, donc le week-end et autres, c'est contraignant et la vie de famille est difficile aussi. Donc, ben voilà, il y a plein de gens qui ont arrêté le métier, voilà, tout simplement. Ouais, c'est énorme. Hein. Je regardais une statistique, il y a plus de la moitié qui ont fait soit un autre métier ou ont repris des études, des formations. Je pense que ça a été Oui, un peu. oui, mais je croise plein de gens. Moi, je croise bah, puisque moi j'étais dans le monde, il y avait beaucoup de gendarmes et des gens comme ça au palais de l'Élysée, des gardes républicains et autres. J'en ai trouvé beaucoup qui avaient commencé le métier, puis après, vu les heures et puis le côté contraignant, ben, ils ont arrêté, ils se sont dirigés vers d'autres branches avec une vie plus réglée. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas. Et puis alors récupérer les gens maintenant, bah, c'est compliqué, quoi, évidemment, de leur expliquer que bah oui, il faut travailler dans la journée, c'est normal, mais le soir et puis les week-ends. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. On travaille pendant que les autres se reposent en fait, c'est ça Voilà, c'est ça, parce que le restaurant, aller au restaurant, bah, c'est pour les gens, c'est un moment de plaisir, de fête. Mais alors, problème, bah, il faut bien que les gens qui en aient derrière, qui travaillent pour qu'on puisse servir tous ces gens-là. Bien sûr. Et c'est là où c'est devenu compliqué. Ouais. On en parlait dans les études, dans le bachelor, où en fait, enfin, il y a surtout la culture anglo-saxonne qui commence à mettre ça en place, des semaines de travail sur 4 jours. Par contre, les 4 jours, on bosse non-stop, quoi. Donc c'est. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est une solution, hein, bien sûr. Hein. Mais alors après, oui, après, faut fermer les restaurants le week-end. Mais alors, les gens travaillent la semaine et le week-end, ils font quoi après? Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein, d'essayer de trouver un compromis. Comment on peut faire? Ou alors, il faudrait qu'il y ait des centres de production de plats, de desserts et tout, et puis qu'il y ait juste quelqu'un qui fait l'envoi et il n'y aurait plus à fabriquer. Ouais, c'est ça, Mais moi, centralisé. c'est pas. Ah oui, mais bon, c'est un autre métier. c'est pas exactement ça. C'est pas ça le métier. Mais ouais, je sais pas la solution. Mais c'est vrai que les semaines de 4 jours vont devenir courantes, je pense, pour essayer que les gens puissent se reposer quand même un petit peu. Mais je sais pas. Si j'étais chef d'entreprise, comment je ferais? Oui, parce qu'après on peut pas les horaires, on peut pas les changer. Le déjeuner, bon, ça va, mais le dîner, les gens dînent à 20h, 21h. C'est difficile de changer les habitudes des gens et puis de ce côté plaisir que les gens ont à aller au restaurant. Ouais, c'est ça, faut pas oublier que les gens, pour eux, c'est un moment pour souffler et prendre du plaisir. Ben oui, moi je l'ai constaté aussi, même réalisé avec les chefs d'État dans la politique. C'est vrai que pour eux, c'était un petit peu la récréation de passer à table. Ben, c'était un moment de détente pour eux qui avaient des agendas hyper chargés. Ben, moi, avec Jacques Chirac, j'en ai parlé souvent à l'époque. Voilà, son plaisir, c'était d'être à table, être détendu, manger, prendre son temps, et puis voilà. Mais c'était leur coupure, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'on en parlait pendant qu'on s'était rencontrés à Château-Renard sur l'importance de la cuisine dans la politique, en fait. Dans la gastronomie, dans la gastronomie. Parce que voilà, c'est un peu comme dans les chefs d'entreprise. Hein. On règle des contrats, on signe des contrats à l'issue d'un déjeuner ou d'un dîner. Mais ça passe par la table, c'est vrai. Pourquoi? Parce que on se détend, on a le plaisir de déguster des plats, et puis ça détend un petit peu l'atmosphère, et puis donc à l'issue d'un repas, on va signer des contrats parce qu'on a été mis justement en confort et grâce à un repas, et du coup ça se détend, tout ça, puis voilà, puis des contrats se signent. Mais ça se passe souvent autour d'une table, c'est vrai, hein, c'est important. Mais c'est vrai que j'en ai parlé avec beaucoup de personnalités. Et je pense que Chirac, il avait vraiment compris ça, ce lien social qu'on pouvait créer sur une table avec de la bonne. Oui, puis lui, il adorait manger, donc. Voilà. Donc, pour lui, c'était très très important, oui. Ouais, mais moi je trouve que c'était le meilleur exemple, enfin je trouve que c'était le meilleur représentant de la gastronomie française, Monsieur Chirac, où il avait vraiment compris ça, et même il était très proche des producteurs. Oui, quand il faisait le salon d'agriculture,
il mangeait un petit peu partout, on lui faisait déguster plein de choses, mais il les mangeait avec plaisir, et il en mangeait beaucoup d'ailleurs, il avait un appétit assez important, Hmm. mais il prenait beaucoup de plaisir avec l'alimentation, c'est vrai. Ah, super. Mais moi, je me rappelle d'une anecdote, je crois que j'étais petit. Je crois qu'il avait fait l'erreur de dire que son plat préféré c'était la tête de veau, et à chaque fois qu'il passait dans un lieu, on lui servait ça. Oui. Alors Ah, c'est le problème, c'est pour ça que nous, après, au niveau information avec la presse et autres, on ne disait jamais ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas, ouais. n'importe quel président d'ailleurs, parce qu'après, ben voilà, dès qu'il était en visite en province ou autre, ben on lui servait Hmm. les gens avaient entendu qu'il aimait ça, bon on lui servait, donc au bout d'un moment, c'était trop quoi. Ouais, j'imagine. Non, c'est dur pour lui à chaque fois de dire bon, c'est gentil, mais voilà, c'est. Ah, c'est gentil, mais bon, lui, à la tête de veau, c'est vrai qu'on lui en a servi dans plein d'endroits, alors qu'à l'Élysée, on en a fait 2 fois en 12 ans. Ouais, vous voyez, c'est peu. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et sur vos, enfin, on sait que l'Élysée, ça, c'est vraiment assez différent d'un restaurant gastronomique, d'un palace ou d'une Oui, brasserie. c'est différent, oui. Vous avez plusieurs services en fait, vous avez plusieurs façons de travailler, vous avez vous me Et disiez, oui, parce que il y a le déjeuner classique. Alors, il y a le déjeuner officiel qui peut être politique, donc on reçoit un chef d'État étranger ou un Premier ministre. Après, il y a des repas, des déjeuners pour le monde du sport, le monde culturel, le monde politique aussi, bien sûr, sur inviter des préfets de région et autres, mais surtout des chefs d'entreprise. Donc, il y a plein de formats qui sont différents et dans lesquels on va adapter des menus à chaque déjeuner ou dîner. hmm, Puis après, il y a bien sûr les buffets, les cocktails pour les remises de décoration. Après, on faisait beaucoup aussi les plateaux pour les avions, pour les voyages présidentiels. Les plateaux avions étaient fabriqués au palais également pour une question de sécurité. Et puis après, il y a la vie privée aussi qui intervient, donc c'est encore des menus différents. Donc, vraiment, on passe de menus très très simples à des menus sophistiqués, à des menus normaux, et puis on utilise tout le panel de ce que l'on a en France. Et Dieu sait si on est un pays très riche, hein, que ce soit viande, poisson, légumes, fromage, puis les vins et tout. Donc, ah oui, c'est moi incroyable j'ai eu comme la offre. chance, c'est vrai, bah oui, on a une palette, mais c'est énorme de tout ce qu'on a à disposition en France pour faire des repas. Ouais. Non, mais et puis je crois qu'on a parlé ensemble. Vous accordez une importance énorme à à aller voir les producteurs, à discuter avec eux, parler Bah, produits. discuter avec certains dans la possibilité des choses, oui, c'est vrai. Puis à chaque fois que le président allait en province pour diverses raisons, bah, souvent il y avait des gens qui proposaient des produits, puis moi ça me revenait en cuisine. Donc après, j'appelais le producteur et autres pour le miel. Une fois c'était le veau, une fois c'était des légumes, une fois c'était des fruits. Essayer de les faire travailler, ce qui n'était pas évident parce que ils n'avaient pas toujours la quantité ou la régularité dans les produits. Mais bon, voilà, on Hmm. essayait aussi de faire plaisir aux gens que le président croisait. Ouais, parce qu'en plus c'est une fierté, je pense en tant que producteur, on sert l'Élysée, Bien sûr, bah c'est voilà, c'était super. une carte de visite et puis de servir la maison, la première maison de France, c'était une publicité importante pour eux. Oui. Hmm. Ouais, non, mais bien sûr. Et chef, pour revenir aussi à votre expérience à l'Élysée, Mm. vous m'avez dit un truc que j'ai adoré, c'est que je vous parlais un peu de si vous avez connu beaucoup de gens qui venaient, qui partaient de l'Élysée, enfin qui avaient un gros turnover. Il m'a dit non, non, moi j'ai toujours eu des gens qui sont restés plus de 20 ans à 30 ans à mes côtés. Oui, c'est vrai que bah oui, parce que pourquoi? Parce qu'il y avait cette ambiance amicale et chaleureuse, donc ça c'est important. Quand on est bien dans un endroit, bah, on y reste. Hmm. Et puis donc c'est vrai que j'ai eu une brigade qui a peu changé à cause de ça, parce que d'abord je viens de le dire, l'entente, et puis le lieu, parce qu'on sert quand même l'Élysée, c'est quand même pas rien non plus. Hmm. C'est assez important, et puis on croise quand même le président ou sa femme ou sa compagne. On se déplace aussi en privé, comme les vacances à Brégançon par exemple l'été. On a des liens quand même particuliers avec ces gens-là. Et tout ça fait que, ben voilà, on est dans un certain confort finalement, et donc les gens restent, hein. Ouais, c'est Moi, ça a incroyable. été mon cas, puisque moi j'ai fait 40 ans, donc Ouais, ouais, donc vous avez pu voir, voilà, ouais. un peu tout le monde. J'imagine que vous avez des gens que vous avez formés qui sont passés chefs dans d'autres établissements et qui sont revenus vous voir, vous dire Oui, merci. bien sûr, oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Moi j'ai eu des gens, des commis comme Jean-François Piège, par exemple, qu'on connaît bien maintenant à la télévision. Ah, il est passé à l'Élysée? Je l'ai eu comme commis pendant un an. Ah, génial. Et puis plein d'autres qui maintenant se sont installés ou sont devenus chefs dans des palaces ou voilà.
ou dans des restaurants, ou qui ont ouvert leur propre restaurant, des petits restaurants de quartier d'ailleurs aussi qui sont très bien. Wow. J'en connais quelques-uns, donc voilà, tout ça, ça fait une espèce de formation, et puis puis il y a un contact aussi qui reste avec ces gens-là que je croise régulièrement, Ah, ainsi que les confrères également dans les ministères, le ministère de la guerre, le ministère des finances. Ce matin, j'ai eu en ligne le chef de l'Assemblée nationale, voilà, que je connais depuis des années. incroyable. Voilà, donc tout ça, il y a une espèce c'est un peu une grosse famille, quoi. Ouais. Et c'est la même chose pour les chefs d'État à l'étranger, puisque je fais toujours partie du club des chefs. Donc chef de chef d'État. Donc le chef de Madame Merkel à l'époque, qui est toujours en poste actuellement, qui est Ulrich Kertz, qui est devenu un copain, le chef de Monaco, la chef américaine à la Maison Blanche, voilà, avec qui j'ai gardé les contacts aussi, et puis le chef de Buckingham. Voilà, on a tous, on fait le même métier, Mm. et puis on s'est croisés plusieurs fois. Et tout ça, ça forme une espèce quand même de famille dans la gastronomie. Ouais, mais c'est justement, enfin, pour en revenir à ça, enfin, moi je connais le club des chefs parce que il me semble que vous avez fait un événement à l'époque où Alain Ducasse était à la Tour Eiffel et vous Oui. fêtiez un anniversaire et puis, enfin, moi je connais un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez expliquer un petit peu le concept des chefs? Eh bien voilà, c'était à l'époque Gilles Bragard qui a fait toujours pendant de nombreuses années les vêtements des chefs, que ce soit les pantalons, les chaussures, les vestes de cuisine, tout ça. Et puis il avait organisé un déjeuner, mais il y a quoi, il y a presque 40 ans maintenant, chez Paul Bocuse, le chef américain de la Maison Blanche et le chef français à l'époque, Marcel Le Cerveau. Mhm. Donc voilà, ils déjeunent ensemble chez Paul Bocuse, bon, ils sympathisent. Et puis Gilles Bragard, à la fin du déjeuner, leur dit, voilà, ça serait bien quand même qu'on se retrouve une fois par an, par exemple, mais on pourrait élargir le cercle en invitant le chef de Buckingham, le chef allemand, le chef espagnol, voilà, essayer de puis contacter ces gens-là, voir ce qu'ils en pensent. Donc Gilles Bragard a fait ça, il a téléphoné à des chefs de différents chefs d'État à travers le monde. Et Incroyable. puis, ça a été positif rapidement. Donc, il y a eu une première année où ils ont organisé dans un des pays. Un des chefs a voulu recevoir ses collègues, en fait. Mhm. Je ne sais plus par quel pays ça démarrait, ça je me rappelle plus. Mais donc voilà. Et puis, tous les ans, un des chefs d'État recevait ses collègues. Et puis, ça a grossi un petit peu. Et puis, on est arrivé à des années où on était une trentaine de pays représentés. Wow. Donc, c'était le club des chefs, là, vraiment. Et puis, pendant une semaine, un des chefs recevait ses collègues dans son pays. Donc, à Hmm. force de faire découvrir également la gastronomie du pays, bien sûr, Mhm. et puis des visites intéressantes, comme aller voir un éleveur, ou des vins, ou du fromage, ou autre. Et puis, une partie aussi culturelle, comme, quand on est allé en Chine, bien sûr, on a été à la muraille de Chine, après on a été reçu par les autorités chinoises au Palais du Peuple à la place Tiananmen. En Inde, on a été reçu par le Premier ministre. Madame Merkel en Allemagne nous a reçus aussi chez elle à la chancellerie. La Wow. Maison Blanche, Monsieur Obama à l'époque nous a reçus aussi à déjeuner chez lui là-bas avec les chefs. Et puis bien sûr à chaque fois les compagnes des chefs et tout ça. Donc ça, c'était une belle aventure parce que permis d'abord moi j'avais l'habitude de voyager avec les voyages officiels du président français, mais là c'était hors cadre un petit peu et puis dans un contexte de vacances finalement. Hmm. Et puis donc, ça soit en Inde, au Mexique, en Espagne, en Thaïlande, un petit peu partout. Avec le club des chefs, on s'est déplacé comme ça un petit peu partout et être reçu à chaque fois par l'autorité locale. Ça, c'était quand même très intéressant. Wow. Donc la reine d'Angleterre nous a reçus, Madame Merkel, je disais, nous a reçus à la chancellerie, puis Monsieur Obama à la Maison Blanche, et puis on visite la Maison Blanche, on est reçu à déjeuner à titre privé comme ça. Donc c'est vraiment des souvenirs exceptionnels. Et puis d'avoir créé ce club, c'était vraiment une bonne idée. Et surtout, ça servait à nous échanger des informations sur l'état de santé des présidents, de ce qu'il fallait faire ou pas, de ce qu'ils aimaient ou pas, de ne pas faire d'erreur dans les menus. Ça servait aussi à ça. Wow, en fait, c'était un formidable enfin, moyen d'échanger avec des amis chefs internationaux et en même temps Ben voilà, ben oui. de voyager, quoi. Donc tout C'était ça, génial. oui, de voyager, puis s'instruire, et puis surtout de faire de belles rencontres, quoi. C'était quand même important. Moi, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec des chefs d'État comme ça en privé, juste avec une équipe de télé, des fois qui suivait quand même, mais
c'était tout simple et voilà, dans un bon esprit. Donc ça, c'était vraiment des très beaux souvenirs. C'est magnifique je trouve comme groupe, comme communauté que vous avez réussi à créer parce que souvent je trouve que Oui. dans le métier on est souvent enfermé soit dans notre cuisine, Voilà, dans... exactement, oui, exactement. Que là, on s'ouvre au monde entier. J'ai le souvenir aussi, M. Medvedev nous avait reçus au Kremlin, puis on a visité tout le Kremlin Wow. en privé, quoi. Donc, c'est des endroits où on rentre pas facilement. Et là, nous, on avait accès parce que il y avait déjà un esprit de confiance, sachant qu'on était tous dans le même esprit, quoi. On fait attention, on dit pas n'importe quoi, on ne divulgue pas des informations. Mm. Voilà, on est tous un petit peu tenus à un espèce de secret professionnel quand même. Ouais, il y a quand même voilà, Et ça, une certaine rigueur à garder. bah oui, une confidentialité, voilà, surtout. Ouais. Ok. Mm. Ouais, bien sûr. Chef, on arrive bientôt à la fin de notre interview. De toute façon, je pense qu'un podcast avec vous, ça peut durer 3 heures, vraiment tellement votre... Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, peut-être qu'on fera un autre épisode. Mais je voulais en revenir à l'importance de la transmission chez les jeunes et aussi chez les adultes. Oui. Je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, ça. Comment vous voyez l'importance de la transmission dans le métier de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration? Bah, elle est facile, hein, parce que moi, c'est vrai que depuis que je suis à la retraite, je me suis déplacé dans plus d'une vingtaine d'établissements, que ce soit des lycées hôteliers ou de CFA, Mhm. et rencontrer les jeunes, leur discuter, voilà, et puis leur expliquer mon parcours. Et puis c'est vrai que alors ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il y en a quelques-uns quand même qui, à l'issue d'une petite conférence, même avec un appui photo des fois, il y en a qui venaient vers moi, il y en a et puis ah oui, comment on fait, est-ce que vous pouvez m'aider, moi je voudrais bien aller ici, aller là. Donc voilà, il y avait cet esprit-là, et puis c'est vrai que j'en ai aidé quelques-uns à aller dans des grandes maisons, et euh, c'est important justement d'expliquer ce métier. Alors bien sûr qu'il y a des contraintes, ça moi, je leur dis toujours. Évidemment, ce qu'on a parlé au début, travailler les week-ends, le soir tard des fois, bah oui, c'est. Mais bon, c'est un ascenseur social important parce Mm. que d'un commis, on peut devenir chef dans un grand établissement. Mhm. Si on travaille, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est la valeur du travail qui fait que on est repéré et on s'occupe de nous. Mm. Mais il faut prouver qu'on a envie de travailler, qu'on est sérieux. Mais à partir de là, après, les portes s'ouvrent et puis on peut gravir des échelons, surtout que dans une brigade, il y a plusieurs postes, il y a une hiérarchie, comme on l'a déjà dit. Mm. Et donc, on peut gravir les échelons, devenir chef de cuisine, et puis dans des grands palaces, et à l'étranger, ou même dans des restaurants normaux. Voilà, mais il y a une ouverture importante, mais il faut transmettre tout ça. Qu'on est un beau pays parce qu'on a plein de produits qu'on peut transformer. Après, on est libre aussi de s'exprimer. On peut donner une recette à 10 cuisiniers. Bon, il y aura 10 recettes différentes à la fin, même avec une base au départ. Tellement vrai, Donc, ça. il y a un moyen de s'exprimer. Ça, c'est hyper important, comme quelqu'un qui fait un tableau, une toile. Ben voilà, il va faire ce qu'il a envie. C'est pareil chez nous, on peut s'exprimer à travers la cuisine. Et donc, un ascenseur social parce qu'on peut progresser. Ouais. C'est ça que j'explique un petit peu aux jeunes. Et c'est important. Et puis, c'est vrai, il y en a qui disent, bah oui, c'est vrai, finalement. Et puis, même aux parents. Mm. Les parents de ces jeunes, je leur explique aussi, voilà, si votre gamin, il est courageux, qu'il veut, ben voilà, il y a quelques années où il faut donner, ça, évidemment. Mhm. Mais, au bout du compte, on va pouvoir, soit s'installer, comme avoir sa propre entreprise, Mhm. ou alors devenir chef dans plein d'endroits. Donc, voilà, tout ça c'est important et c'est pas compliqué en fait. Ouais, il y a tellement de possibilités en fait. Si on est travailleur, on Oui, est oui. patient, je pense que. Puis il y a plein de métiers, hein. Il n'y a pas que la cuisine ou la pâtisserie, il y a sommelier, il y a directeur d'hôtel, il y a plein de métiers. Dans notre corporation, on a plus de 40 métiers, je crois. Donc, Ah oui, dans le gastronomie et restauration, c'est énorme le nombre de métiers. oui, c'est énorme. Donc il y a des moyens vraiment de faire quelque chose et de bien. Ouais. Ouais, c'est important de le rappeler parce que, moi je parle aussi de ma génération, je le vois avec les émissions culinaires. Oui, oui. Voilà, bon, c'est bien, je trouve ça met en valeur les métiers, mais il y en a qui sont, je trouve, assez impatients. Oui, bah oui, après, voilà. Alors moi, j'ai discuté avec des jeunes, oui, mais alors combien je vais gagner Oui, voilà. Non, oui, mais il y a effectivement, il y a un tonton, il y a des jeunes qui sont très très doués
et qui à 25 ans vont devenir chefs, ça existe. Bon, il y en a pas énormément. Puis après, il y a ceux qui vont mettre un peu plus de temps, mais ils vont arriver à quelque chose quand même. Donc il y a un espoir dans ces métiers qui est très très important. Mais après, voilà, il faut, on peut pas devenir grand chef tout de suite. Il faut un peu d'expérience. Il faut un peu de temps aussi, c'est vrai. Mais bon, après la télévision. Donne pas toujours une bonne idée parce que les jeunes ne se rendent pas compte. On voit des jeunes cuisiniers qui font des émissions de télé et puis oui, ils sont connus, mais ça fait pas tout. Ça, il faut avoir une formation quand même, il faut avoir des bases, il faut voilà. Mais bon, il faut être solide aussi. Ça a mis notre métier en valeur. La télévision a mis notre métier en valeur. Ouais, super. Mais après, il faut bien se rendre compte que derrière il y a quand même du travail. Ouais. Et puis des fois on se rend même pas compte parce que on parle du travail peut-être manuel, mais il y a tout ce qui est à côté, c'est la pression, les heures, la fatigue. Bien sûr, oui. Oui, parce qu'il y a un moment où, quand on commence à faire une mise en place pour un déjeuner ou un dîner, oui, il y a du boulot, il faut ça se fait pas tout seul, quoi. Voilà, quoi. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et je crois que c'est, j'en parlais avec Thierry Marx, il me disait, mais en fait, les meilleurs, c'est ceux qui durent, en fait. C'est ceux qui durent dans le temps et qui sont patients. Bien sûr. Ça, c'est... oui, ça, ouais. Oui. Mais bon, voilà, après, on peut se diriger vers ça. Après, bon, il y a des gens qui décrochent, qui continuent pas. Mais c'est dommage parce que il y a justement cette période qui est pas forcément facile au début, quand on apprend, quand on est, il y a des chefs, des sous-chefs qui vous commandent. Oui, c'est pas toujours agréable de se faire commander des fois, mais bon. Mais après, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, il faut être un peu plus patient parce que il y en a qui décrochent au bout de 3-4 ans et c'est dommage parce qu'ils ont commencé. Il faut encore attendre un petit peu et puis après ça bascule. Pour l'instant, on commence à avoir des connaissances. Et puis on arrive à pouvoir un petit peu commander les autres et puis ça monte tout doucement et c'est là où ça devient intéressant. Ouais, c'est là qu'on maîtrise le savoir-faire après une certaine sérénité. Le management et tout ça. Mais tout ça, ça peut pas s'apprendre en 2 ans, c'est pas possible. Donc voilà, et après on a plein de possibilités comme on a évoqué tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on n'est pas condamné à un seul endroit, on peut bouger et faire plein de choses aussi. Oui. Chef, on arrive bientôt, c'est passionnant, franchement, je pourrais encore parler un peu plus, mais on a presque dépassé le temps, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps. Chef, on va finir par 3 dernières questions. La première, imaginons, vous pouvez remonter dans le temps et donner un conseil à votre vous-même de 20 ans. Quel conseil vous lui donneriez ? Je crois que je referai la même chose, donc je ne peux que m'inspirer du commencement. Je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait mon apprentissage de pâtissier dans mon village, j'ai essayé de le faire le plus sérieusement possible. Pourquoi ? Parce que je voulais pas décevoir mes parents également. Et puis que le patron qu'il soit content. Donc voilà, s'il fallait recommencer, j'en ferais la même chose, je conseillerais la même chose de démarrer. Voilà. Après, ça suit tout seul, ça se met en place. Et puis, mais je crois que c'est ça. Il faut qu'il y ait faut donner confiance à ceux qui vous ont embauché et puis qui vous commandent. Dès l'instant où il y a cette relation de confiance et puis dire le petit jeune j'y confie une mission, il l'a réussi, il l'a fait, il écoute bien. C'est ce moment-là qui est un peu crucial, c'est pour la suite, parce que si on travaille bien, comme moi j'ai essayé de faire, il m'a recommandé après pour un chef sur Paris. Si quelqu'un s'en fout un peu ou est moyen, il se passe rien. Oui, voilà. Ouais, c'est vraiment au talent et à l'envie. C'est pas encore le talent peut-être, mais au moins essayer de prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Ouais, d'accord. Deuxième question, chef. Quel livre ou film, ça peut être un livre, film ou autre contenu audio, vous a marqué et que vous recommandez absolument de regarder ou d'écouter ou de lire ? Après, des bouquins, il y en a. Moi, j'en ai 4 ou 500 dans mon bureau. Là. Ah oui, ça c'est la bibliothèque des chefs, ça c'est un incontournable. C'est vrai. Alors après, il y en a qui m'ont inspiré d'ailleurs pour faire des recettes que j'ai un peu transformé parce que pour pas faire du copier-coller. Pardon.
Mais après, bah non, après, moi je crois que bah, il y a des bouquins qui ont été faits au début du XXe siècle qui sont un peu les bases, alors que tous les chefs ont repris en les transformant, en les améliorant. Mhm. Mais voilà, il faut se référer un petit peu à toutes les sauces qui ont été faites, les recettes, le feuilletage, tout ça, on n'a pas réinventé le feuilletage, hein, c'est toujours le même. Mhm. Il y a plein le baba au rhum, je sais pas, ou des sauces, des viandes, des viandes en sauce, des choses comme ça. Il y a plein de recettes qui ont été établies il y a longtemps, Mhm. puis finalement qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Donc il faut un petit peu s'inspirer de toutes ces bases. Des bouquins, il y en a des gros, hein, il y a des gros bouquins là-dessus Escoffier, par exemple. bah, par exemple, Mhm. Escoffier, alors c'est vrai que ça paraît dépassé, mais non, pas du tout, parce que ce sont des bases. Et après, une fois qu'on a ces bases-là, ben, on peut faire ce qu'on veut, parce que on est sûr de réussir les recettes, mais il faut avoir un minimum de bases. Donc il faut se référer à ça, des gros bouquins de cuisine qui ont été faits il y a quelques années, mais qui ont bien jeté les bases, en fait. Ouais, enfin, c'est important. De toute façon, les bases, si on maîtrise les bases, on aura 80% de chances de s'amuser sur Oui, d'autres oui. choses. Ouais, c'est Ben oui, et important. puis je vois quand je vais dans les lycées hôteliers et autres, ben je m'aperçois que toutes ces bases-là, il continue à s'en servir. Ouais, Mais alors super. après, évidemment, ça a été élaboré, ça a été allégé, ça a été légèrement transformé, mais il y a quand même, on retrouve des bases. Ouais, Voilà. savoir faire une béarnaise, savoir faire une crème pâtissière, savoir faire voilà, Ben oui, une pâte à c'est. bombe. Après, on peut la transformer, une béarnaise, on peut l'alléger, Mm. on peut faire ce qu'on veut avec, hein, mais il y a toujours cette base qui est bien présente, hein, et puis on la retrouve toujours. Ouais, ouais, très important. Très beau message, je trouve, de Hum. revenir à ces fondamentaux. Ben oui. Hum. Chef, dernière question. Comment vous voyez l'avenir de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie en 2050? En 2050, c'est bon. On Je est dans pense le que futur là. ouais, On est ouais, très mais je très. pense que tout ça, c'est vrai, ça va changer. Déjà, c'est ce qu'on a évoqué au début. Les gens ne veulent plus travailler, faire des heures et des heures, donc ça va changer. Donc automatiquement, malheureusement, je pense que on parlait des bases, mais il y a beaucoup de choses qui vont être on va peut-être récupérer justement des débuts de recettes, des choses comme ça qui vont être fabriquées par pas des usines, peut-être pas, mais Ouais, des centres, des centres un petit peu qui vont donner quelques bases et puis les gens vont récupérer ça pour gagner du temps. ouais, la mise Ils en passeront place. moins de temps en cuisine parce qu'ils auront déjà quelques bases qui vont après transformer aussi, mais ils auront des bases pour travailler. Puis bah, des sauces, on voit bien, il y a des sauces aussi quand on voit bien, il y a plein d'industriels qui font des sauces toutes prêtes. Mais bon, ça c'est pas l'idéal parce que du coup les jeunes n'apprennent plus, ne savent plus la faire. Mais bon, Ouais, ouais. bah oui, c'est ça, Mm, ça aura forcément un côté négatif. mm. Mais on va y venir tout doucement à des choses comme ça qui vont être déjà un petit peu travaillées. Et puis, parce que les gens, même dans 2050, je pense que tout le monde continuera à aimer aller au restaurant. Mm. Donc, il va falloir quand même des gens qui sont formés pour ça. Et euh, l'évolution, je sais pas comment elle va se faire, mais euh, Vous voyez une sorte, oui, vous voyez une sorte de presque d'ubérisation du métier où on va essayer enfin, d'enlever certaines bases qu'on maîtrisait pour. oui, malheureusement, mais je vois qu'il y a il y a déjà des choses qui ont disparu. Moi, j'ai appris plein de choses pour faire, je sais pas, même un simple, un saumon désarrêté, farci, qu'on cuit entier. Ah, c'est magnifique ça. Ouais, Ça se fait pratiquement plus. ouais. Des selles d'agneau, des ossets farcis. Mm. Il y a plein de petites choses comme ça qui disparaissent tout doucement. Et on va arriver à juste une pièce de viande individuelle qu'on va juste snacker, poêler, peu importe. Mm. Et puis avec un déglaçage, un jus. Mm. Mais il n'y aura plus beaucoup de ces grands plats, hein, plus emblématiques un peu, qui vont disparaître. Ouais. C'est terrible pour la gastronomie française parce que c'est quand même enfin, c'est une institution et si on perd ça, des savoir-faire, Et voilà. on- Parce qu'en plus, moi, je m'aperçois qu'il y a plein de pays qui avancent dans ce domaine de la gastronomie. Mm. Des pays très surprenants comme le Pérou, comme le Chili un petit peu moins. Je suis allé au Chili il y a pas longtemps, mais c'est un petit peu moins. Mais le Pérou, par exemple, et puis des pays asiatiques également. On voit bien dans les concours, hein, dans les concours de pièces à faire. Les Japonais sont très forts. Ouais, sur Les le. pays scandinaves aussi. On voit bien
Bocuse d'Or et tout ça, il y a des pays scandinaves qui sont très forts. Mhm. Donc voilà, il y a un moment où la France peut perdre sa place de leader, quoi. C'est ça qui est embêtant, en fait. Ouais, c'est un peu le syndrome de se reposer un peu sur ses lauriers et en fait on voit pas la concurrence qui Voilà, arrive, quoi. exactement. Ouais, Exactement, c'est un peu ça, ouais. ouais, Ouais. Bah oui, parce qu'on se dit, bon, bah, nous, on a notre cuisine, on en est fiers, ce qui est bien, Mhm. mais il faut quand même penser qu'il y a des gens aussi qui observent, qui font, et puis qui se développent. Dans un concours qu'on a fait aussi l'année dernière avec l'Académie culinaire, le Maroc s'est très bien placé dans le trio de tête. Mhm. Ils ont fait des trucs superbes. Bon, bah, bien sûr, ils ont appris en France, hein. Mhm. Mais en même temps, voilà aussi, il y a plein de nations qui sont venues apprendre nos recettes en France et puis qui retournent dans leur pays et puis qui sont performants. Ouais. Donc, eh oui, ils ont adapté leur cuisine, ils ont modifié, ils ont fait un mélange des deux. Et puis, on mange très bien dans plein de pays. Et donc, peut-être qu'en 2050, la France sera 8, 10e, 15e au rang mondial dans la gastronomie. Ah, ce serait Et terrible. c'est ça qu'il faut Ouais, veiller. ouais. Il faut veiller à ça. Ouais, ça c'est non mais c'est vrai que c'est des choses il faut penser parce que moi aussi enfin moi plutôt qu'au des pâtisseries je vois avec la Coupe du Monde de pâtisserie où les Japonais sont extrêmement forts. Oui, bah oui. Donc oui c'est vrai que enfin je pense qu'on voit les prémices de ce que les autres pays peuvent commencer à faire vraiment, quoi. Exactement. Et perdre Mais la par place. contre, c'est vrai que moi, je croise quand même actuellement des chefs qui ont été dans des brigades et autres, et puis qui sont à leur compte, ou qui sont chefs, et puis qui font des très belles choses aussi, hein. Ouais. Il y a quand même, oui, oui, bien sûr, c'est pas Ouais, c'est pas c'est tout. un portrait. Mm. Il y a pas que du négatif, hein, non, non, mais Bien voilà, sûr, bien quoi. sûr. Non, on a des confrères, des chefs comme vous dites qui font des choses extraordinaires. Il y a Voilà, beaucoup de talent, hein, beaucoup de talent. Ouais, moi, je vois des choses des fois dans les bouquins, là, dans des revues et tout. Vraiment, il y a des trucs magnifiques, hein. Ouais. Ouais. Les Turiès, les Yam, où il y a toujours ces photos de. Ouais, ouais, on aperçoit des jeunes chefs qui sont dans des maisons et tout, puis qui font moi, je suis allé manger récemment, il a une étoile, oui, c'est une étoile Michelin, lui, à Caen. Mhm. D'ailleurs, c'est un garçon qu'on a eu comme commis aussi à l'époque à l'Élysée. Mhm. Et puis maintenant, il est à son compte. Et puis moi, je me suis régalé. Il a fait des choses vraiment très très bien. Puis c'est propre, c'est net, c'est voilà, quoi. Et il y en a plein comme lui, quoi. Ouais, c'est super. Et chef, vous savez, sur ce podcast, on parle un peu d'entrepreneuriat et d'entreprise. Ça vous a jamais dit d'ouvrir votre propre école un jour, ou même de votre restaurant, votre... Oh non, bah non. On m'a proposé, hein, c'est vrai que notamment une mairie, la mairie d'une ville, parce que c'est vrai qu'ils sont, les mairies aident beaucoup à s'installer, à faire installer même des boulangers dans les communes quand ça disparaît. Mhm. Et donc on m'avait proposé que la commune m'aide pour ouvrir un restaurant dans une ville. Et puis bah non, moi j'avais l'objectif, et puis j'étais déjà chef à l'Élysée, donc Ouais, c'est vrai que c'est c'est dur. compliqué Ouais. de faire, voilà. Mm. Et puis j'étais bien, j'avais atteint mon but, et donc je voulais terminer comme ça. Mais non, c'est vrai que ça aussi, quand je suis passé une fois dans une ambassade, à l'époque, j'étais arrivé en précurseur et j'avais donc fait à manger pour l'ambassadeur. Donc il m'a dit, ah Léon, c'est bien, j'aimerais bien, est-ce que vous ne pouvez pas rester avec nous ici hein, comme chef, et voilà. Mais voilà, des propositions comme ça, mais non, j'ai jamais été tenté. On m'a proposé, mais jamais été tenté, parce que moi, mon objectif, c'était d'être chef à l'Élysée, et puis une fois que je l'ai eu, bah, j'y suis resté. Donc Ouais, voilà. après, c'est trop tard. Mhm. Après, je suis parti à 60 ans, et après, c'est trop tard pour s'installer, quoi. Et puis surtout, enfin, quelle carrière, quoi, que vous avez eu quand même. Enfin, c'est quand même hyper inspirant. Chef de l'Élysée pendant autant d'années, à transmettre autant Oui, mais de compétences. et c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, parce que si j'avais repris des plats de l'Élysée et ouvrir un restaurant et puis réutiliser beaucoup de plats, ça aurait plu à un certain public, je pense que ça aurait pu marcher. Mhm. Mais voilà, après voilà, la retraite est arrivée, et puis 60 ans, c'était trop tard pour se lancer là-dedans. Ouais. Bon, en tout cas, enfin, ça n'empêche rien, tout le parcours et l'expérience et le vécu que vous avez eu. Oui, ça reste. Oui. De toute façon, c'est hyper inspirant. Mm. Ok, chef, on arrive à la fin du podcast. Merci D'accord, beaucoup. écoutez, C'était Bon, vraiment inspirant. J'ai pas vu les minutes passer. Normalement, c'est une demi-heure. Oui, Alors c'est on a vrai. fait peut-être un peu plus. on est à 45 minutes, presque. Ouais, 45 minutes pas plus. Enfin, voilà, mais moi je pense qu'on pourrait même faire plusieurs épisodes. Je vais demander à mon audience. Je pense qu'ils vont vraiment aimer cet épisode-là. D'accord. Et puis je vous remercie en tout cas pour votre temps. C'était passionnant. Ouais, avec plaisir. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne continuation, chef. Peut-être D'accord. qu'on se reverra peut-être Oui, bien sûr. dans le Loiret. Et puis pour l'audience qui a écouté, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et je vous souhaite bonne continuation. Et chef, encore merci.
D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup d'être arrivé à la fin de cet épisode. Comme vous avez pu le voir, c'était passionnant. Le chef Bernard Vaution est un chef qui a énormément de choses à dire, donc et qui sont passionnantes aussi. Donc, moi, je serais ok d'en faire un autre épisode si ça vous dit. Donc, comme vous êtes arrivé à la fin, vous faites partie d'un peu des meilleurs de l'audience. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez un autre épisode avec le chef. Quant à moi, je vous dis rendez-vous sur mon blog managementmachine.fr. Donc, pour les chefs d'entreprise dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration. Et j'envisage de créer donc une newsletter avec un bonus pour vous inscrire à ma liste email. Donc pour l'instant, c'est encore en cheminement, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas surtout à me contacter via ma page contact sur mon blog ou en commentaire directement sur cette vidéo ou sur YouTube. Je réponds à tout le monde par email ou par commentaire et comme ça, moi, ça me donnera des idées. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation.